Le jour de mon anniversaire, pas un appel, pas un texto. J'ai posté, 30 ans célébrés avec des amis incroyables, avec des photos. Maman a commenté, ton anniversaire est en octobre. J'ai répondu publiquement, c'est en novembre. La même date depuis 30 ans. Je me suis réveillé le 14 novembre, sans rien attendre de particulier. Ça peut paraître déprimant, mais après 29 ans d'anniversaires oubliés, on apprend à gérer ses attentes. Mon téléphone est resté sur la table de chevet, silencieux. Aucune notification, aucun message. Le soleil inondait mon appartement à Chicago, et j'ai préparé mon café, comme n'importe quel autre mardi. Vers midi, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Toujours rien. Ma sœur aînée, Vanessa, m'avait envoyé un message 3 jours plus tôt, à propos de sa promotion au travail. Ma mère, Ruth, m'avait appelé la semaine dernière, pour me demander si je savais où elle avait rangé ses manteaux d'hiver. Mon père, Daniel, m'avait envoyé un texto dimanche, au sujet d'un documentaire qui, selon lui, me plairait. Mais aujourd'hui, le silence. J'ai fixé la date sur mon téléphone. Le 14 novembre 1994, c'était le jour où j'étais venu au monde. Le 14 novembre 2024, marquait 3 décennies d'existence. On pourrait penser qu'après 30 ans, les personnes qui vous ont élevé mettraient un rappel. Ce n'était pas nouveau. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents ont organisé une fête surprise pour les 18 ans de Vanessa, le même week-end, et ils ont semblé sincèrement confus lorsque je leur ai posé des questions sur mon dîner d'anniversaire. Mes 21 ans sont tombés le jour de Thanksgiving, cette année-là, et toute la famille a discuté du nouvel appartement de Vanessa autour de la dinde, pendant que j'étais assise là, légalement autorisée à boire pour la première fois, totalement ignorée. À 25 ans, j'ai passé la journée seule, parce que Vanessa traversait une crise avec son petit ami de l'époque, et mes parents ont fait 4 heures de route pour la réconforter. Le schéma était si constant, qu'il en était devenu prévisible. Mais prévisible, ne veut pas dire indolore. Vers 14 heures, ma meilleure amie Tasha a appelé. Joyeux anniversaire, ma belle. C'est toujours bon pour ce soir, n'est-ce pas? Tasha s'en est souvenue, ai-je pensé. Tasha s'en souvenait toujours. Nous nous étions rencontrés à l'université, et elle avait été la première personne dans ma vie, à traiter mon existence comme quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Absolument, ai-je dit. Où allons-nous? Ce nouveau bar à tapas sur Division Street, à trop. Porte quelque chose qui te fait te sentir magnifique. Et joyeux anniversaire, Donna. J'ai raccroché, le cœur plus léger. Mes collègues de travail s'en étaient souvenus aussi. Grant, de la comptabilité, avait laissé une carte d'anniversaire sur mon bureau la veille, et Lucia, des RH, m'avait envoyé une playlist Spotify intitulée 30 tubes pour tes 30 ans. Ces personnes me connaissaient depuis 3 ans. Ma famille me connaissait depuis 3 décennies. L'après-midi s'est écoulé lentement. Je travaillais de chez moi, répondant à des emails et finalisant une proposition de projet. Mon téléphone était posé à côté de mon ordinateur portable, et je me détestais de le vérifier toutes les 20 minutes. À chaque fois, l'absence de notification était comme une petite coupure. 5 heures sont arrivées, puis passées. 6 heures se sont écoulées. À 7 heures, je me suis préparé pour le dîner, choisissant une robe bleu profond que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Je me suis maquillé avec soin, en prenant mon temps pour mon eyeliner. Si ma famille ne voulait pas reconnaître cette étape importante, alors moi, je la rendrais mémorable. Quoi qu'il en soit, le dîner fut parfait. Tasha avait invité 8 de nos amis communs, et ils avaient décoré le coin privé du restaurant avec des ballons et des serpentins. Quelqu'un avait commandé un gâteau sur lequel on pouvait lire « La trentaine ne t'a jamais aussi bien été ». Nous avons bu du vin, partagé des assiettes de patata brava et de gambas à la Gio, et nous avons ri jusqu'à en avoir mal aux joues. Vers 21h30, Lucia a sorti son téléphone. Il nous faut des photos. C'est trop bien pour ne pas l'immortaliser. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à prendre des photos de groupe, où tout le monde levait son verre, des gros plans du gâteau, des moments spontanés de rire. Tasha a insisté pour en prendre une, juste de nous deux, les bras sur les épaules l'une de l'autre. Publie-les, a-t-elle dit. Fais savoir au monde que tu as 30 ans, et que tu t'épanouis, Donna. J'ai sélectionné les meilleures photos en rentrant chez moi, vers minuit, encore euphorique de la soirée. La légende m'est venue facilement, 30 ans célébrés avec des amis incroyables.
Reconnaissante pour les gens qui rendent la vie belle. J'ai appuyé sur partager, et j'ai branché mon téléphone pour le charger. La publication a été mise en ligne sur Facebook, Instagram, partout. En quelques minutes, les likes et les commentaires ont commencé à affluer, des amis de l'université, d'anciens collègues, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous me souhaitant le meilleur. Je me suis endormie, satisfaite, en pensant que le silence de ma famille était peut-être une bonne chose, après tout. J'avais des gens qui se souciaient de moi. C'était suffisant. Le sommeil est venu facilement cette nuit-là, aidé par le vin et la chaleur d'une célébration sincère. Je n'ai rêvé de rien en particulier, juste de vagues impressions de rire et de verres qui trinquent. Quand mon réveil a sonné à 7 heures, je l'ai repoussé 2 fois avant de m'extirper du lit. Ma tête était agréablement embrumée, pas vraiment une gueule de bois, mais le doux rappel que j'avais passé une bonne soirée. J'ai fait du café et je me suis installé sur mon canapé avec mon ordinateur portable, prévoyant de travailler un peu avant le début officiel de la journée. Mon entreprise était flexible sur le télétravail, et j'avais bloqué la matinée pour un projet qui demandait de la concentration. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du trafic extérieur et du gargouillement occasionnel du radiateur. Vers 8h30, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mes emails. 43 nouveaux messages depuis la veille, la plupart liés au travail. Je les ai triés méthodiquement, répondant aux demandes urgentes et marquant les autres pour plus tard. Ma patronne, Angela, avait envoyé une invitation à une réunion pour vendredi, afin de discuter de la proposition que j'avais soumise. Bon signe. Je suis passé sur Slack, et j'ai rattrapé les messages de mon équipe. Grant avait posté un GIF de gâteau d'anniversaire dans notre canal de département, avec la légende « Un grand bravo à notre reine de l'anniversaire de novembre ». 3 personnes avaient ajouté des émojis de célébration. Ces petites attentions, de la part de collègues que je ne connaissais que depuis quelques années, signifiaient plus qu'ils ne le réalisaient probablement. Mon téléphone était posé face contre table sur la table basse. Je l'avais laissé là délibérément, ne voulant pas commencer la journée en vérifiant des messages qui ne seraient pas là. Mais la curiosité l'a emporté vers 9h. Je l'ai retourné et j'ai vu les notifications de mes publications d'anniversaire, des dizaines de likes, de nombreux commentaires d'amis et de connaissances. Ce que je n'ai pas vu, c'était le moindre appel manqué de ma famille. L'absence n'aurait plus dû me surprendre, mais ce fut le cas. Une partie de moi avait espéré que, peut-être, ce matin, ils réaliseraient leur erreur. Que quelqu'un regarderait Facebook, verrait la publication d'anniversaire et penserait « Oh non, on a oublié ». Mais la conversation de groupe familial ne montrait aucun nouveau message depuis 3 jours, lorsque Vanessa avait partagé une recette de soupe à la courge butternut. Le dernier texto de ma mère datait de dimanche, où elle me demandait si je savais où elle pourrait acheter des draps de bonne qualité. Le message le plus récent de mon père était un lien vers ce documentaire, envoyé lundi après-midi. J'ai reposé le téléphone et je suis retourné à mon ordinateur portable. Le travail était une distraction bienvenue. J'ai passé les 2 heures suivantes à rédiger le texte pour une présentation client, me perdant dans le rythme familier du choix des mots et de la structuration des arguments. Le marketing m'avait toujours semblé naturel, cette capacité à voir ce que les gens voulaient entendre, et comment le dire. Si seulement je pouvais me vendre à ma propre famille avec la même efficacité. À 11h, j'avais besoin d'une pause. J'ai pris mon manteau et mon portefeuille, et je me suis dirigé vers le café du coin. L'air de novembre était vif, mais pas insupportable, le genre de froid qui vous réveille plutôt que de vous faire rentrer. Les trottoirs étaient animés, pleins de gens faisant leurs courses, de mères avec des poussettes, d'étudiants avec des sacs à dos, de livreurs se faufilant dans la foule. Le café sentait la cannelle et l'espresso. J'ai commandé un latte et un muffin aux myrtilles, puis j'ai pris une petite table près de la fenêtre. Dehors, la ville bougeait à son rythme habituel. À l'intérieur, j'étais assise avec mes pensées et mon téléphone, que j'ai de nouveau vérifié, tout en sachant que c'était inutile. Toujours rien de la famille, mais Tasha avait envoyé un texto, « Comment va la gueule de bois d'anniversaire ?» Pas trop terrible, j'espère. J'ai souri et j'ai répondu, totalement gérable. La soirée d'hier était parfaite. Merci d'avoir tout organisé. Sa réponse est venue rapidement. Tu le méritais. On remet ça l'année prochaine, en plus grand et en mieux. Et Donna, n'oublie pas que tu comptes. J'ai fini mon latte, en regardant lentement les gens passer devant la fenêtre. Un père marchant avec sa fille, peut-être de 6 ans, lui tenant la main alors qu'il naviguait sur le trottoir bondé.
Un couple riant de quelque chose sur l'un de leurs téléphones. Une femme âgée vérifiant sa montre, attendant peut-être quelqu'un. Des familles partout, ai-je pensé. Des gens qui se souvenaient les uns des autres, qui étaient présents, qui faisaient l'effort. J'ai chassé cette pensée et je suis retourné à mon appartement. Le reste de la journée s'étendait devant moi, et je l'ai rempli de tâches productives. J'ai organisé mon placard, me débarrassant enfin des vêtements que je n'avais pas portés depuis 2 ans. J'ai préparé mes repas pour la semaine, coupant des légumes et répartissant le poulet et le riz dans des contenants. J'ai appelé ma grand-mère paternelle, qui vivait en Arizona et parlait rarement au reste de la famille. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dit-elle en répondant, sa voix chaude et familière. « Joyeux anniversaire, Donna. » Ma gorge s'est serrée de manière inattendue. « Tu t'en es souvenu ? » Bien sûr que je m'en suis souvenu. Le 14 novembre. J'étais là quand tu es né, tu sais. Je t'ai tenu dans mes bras quand tu n'avais que 3 heures. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a raconté des histoires sur mon père quand il était enfant, sur des dynamiques familiales que je n'avais jamais vraiment comprises. Elle m'a posé des questions sur mon travail, mes amis, ma vie à Chicago. De vraies questions, qui montraient un intérêt sincère. « As-tu eu des nouvelles de tes parents aujourd'hui ?» a-t-elle finalement demandé. J'ai hésité. Non, en fait. Je crois qu'ils ont oublié. Une longue pause. Puis elle a soupiré profondément. Ton père est brillant à bien des égards, mais la conscience des choses n'a jamais été son point fort. Et ta mère, la pauvre, elle se concentre tellement sur Vanessa que tout le reste devient un bruit de fond. Ce n'est pas grave, ai-je dit automatiquement, le mensonge que je racontais depuis des années. Non, ma chérie, ce n'est pas grave. Et tu n'as pas à faire semblant que ça l'est. Sa voix était douce, mais ferme. Tu mérites mieux que d'être une pensée après coup, Donna. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur mon canapé, sentant le poids de ses mots. Tu mérites mieux que d'être une pensée après coup. Une vérité simple, énoncée simplement, mais l'entendre de quelqu'un qui me connaissait depuis ma naissance, qui n'avait ni agenda ni favoritisme, lui donnait un tout autre impact. Le soir est venu, et avec lui, la solitude familière qui suivait toujours les bons jours. La célébration de l'anniversaire était terminée. L'excitation était retombée. Venait maintenant la réalité silencieuse d'une autre année commencée, une autre étape franchie, en grande partie seule, en ce qui concernait ma famille. Je me suis préparé le dîner de pâtes à la sauce marinara et une salade. J'ai mangé en regardant une émission de cuisine, le genre de divertissement sans prise de tête qui remplit l'espace sans exiger d'attention. Mon téléphone était posé sur le canapé à côté de moi, l'écran noir. Vers 21 heures, j'ai décidé de consulter les réseaux sociaux une dernière fois avant de me coucher. J'ai ouvert Facebook et j'ai fait défiler mon fil d'actualité. Des amis postant des photos de leurs enfants, des mèmes politiques que j'ai immédiatement fait défiler, les photos de vacances de quelqu'un au Mexique. Des choses normales. Puis j'ai vu ma publication d'anniversaire de la veille. Les photos que Lucia avait insisté pour que nous prenions avaient un bon succès. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années les aimaient, laissant de brefs commentaires. Joyeux anniversaire. La trentaine te va bien. J'espère que c'était génial. Sur une impulsion, j'ai lu tous les commentaires, m'imprégnant de l'attention de quasi-inconnus et d'amis lointains. Ces gens, qui ne me devaient rien, avaient pris 30 secondes pour reconnaître mon existence. Mes parents, qui m'avaient élevé pendant 18 ans, n'avaient pas réussi à faire de même. L'amertume était de retour, vive et familière. J'ai fermé l'application et j'ai branché mon téléphone pour le charger, déterminé à ne pas passer mon premier jour de trentenaire à me morfondre dans le dysfonctionnement familial. Demain serait meilleur. Demain, j'oublierai le silence, et j'avancerai dans ma vie. Sauf que demain a apporté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans interruption. 17 appels manqués de ma mère. 23 messages textes dans la conversation de groupe familial. Mon email avait 6 nouveaux messages, tous de parents. J'ai d'abord ouvert Facebook, et mon estomac s'est noué. Ma mère avait commenté ma publication d'anniversaire, à 6 heures du matin. Ma chérie, ton anniversaire est en octobre. Pourquoi le fêtes-tu en novembre? Avons-nous manqué quelque chose? Le commentaire avait 63 likes. Des amis de mes parents, des parents éloignés, des gens de ma ville natale,
tous y allaient de leur grain de sel. Ma tante Lorraine avait répondu, « Ruth, je suis tellement confuse. Je pensais que son anniversaire était le 2 octobre. » Quelqu'un avec qui j'étais allé au lycée a commenté, « Attends, c'est quand ton vrai anniversaire? Lol. C'est dingue. » Ma sœur, Vanessa, avait écrit, « Maman a raison. Ton anniversaire est le 14 octobre, pas en novembre. » J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Le 14 octobre, c'était l'anniversaire de Vanessa. Elle était née exactement 2 ans avant moi. Le même jour, mais un mois différent. Nos parents nous avaient confondus. Mes mains tremblaient en tapant ma réponse, sachant que des centaines de personnes la verraient. C'est le 14 novembre. La même date depuis 30 ans. Vérifiez mon certificat de naissance si vous êtes confus, Donna. J'ai appuyé sur envoyer, et j'ai regardé le commentaire apparaître sous celui de ma mère. La conversation de groupe familial explosait. Ma mère, appelle-moi tout de suite. Mon père, il y a eu un malentendu. Vanessa, pourquoi fais-tu tout un drame publiquement? J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai ouvert mes messages avec Tasha. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, ai-je tapé, puis j'ai tout expliqué. Sa réponse fut immédiate. Oh, hors de question. Garde ce commentaire, Donna. Il mérite l'embarras. Au cours de l'heure suivante, la section des commentaires est devenue un véritable spectacle. Des amis de l'université, qui connaissaient la vérité, m'ont soutenu. J'ai fêté son anniversaire en novembre pendant 8 ans, a écrit mon ancienne colocataire, Kelsey. Grant, du travail, a ajouté, le certificat de naissance ne ment pas 14 novembre. Chaque année depuis que je la connais. Les amis de ma mère ont commencé à retirer leur like sur son commentaire. Quelques-uns se sont excusés directement auprès de moi. Ma professeure d'histoire du lycée, Madame Peton, a écrit, j'ai les registres de l'époque où vous étiez dans ma classe, toujours indiqués comme le 14 novembre 1994. Joyeux anniversaire en retard, ma chère. Joyeux anniversaire, Donna. Mon téléphone a de nouveau sonné. Ruth appelle. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé à nouveau. Puis mon père a essayé. Puis Vanessa. Finalement, j'ai répondu lorsque Vanessa a appelé pour la 3e fois. Quel est ton problème, a-t-elle sifflé avant que je puisse parler. Maman est en larmes. Tu l'humilies sur les réseaux sociaux. Je l'humilie? Ma voix est sortie plus vive que prévu. Vanessa, ils ont oublié mon anniversaire. Pas pour la première fois. Ni pour la 5e. Ça fait des années qu'ils se trompent. Et hier, personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de texto. Personne n'a reconnu mon existence. C'était une erreur honnête à propos de la date. Une erreur honnête, ce serait d'appeler le mauvais jour, mais d'appeler quand même. Ils n'ont pas appelé du tout. Tu comprends? Le 14 novembre est arrivé et reparti, et je n'ai eu de nouvelles de personne de ma famille. Silence à l'autre bout du fil. Et puis maman commande publiquement, avec une assurance déconcertante, sur ma date de naissance. Et tu veux que je fasse quoi? Que je la corrige en privé? Que je lui permette de sauver la face pendant que j'efface la preuve que des gens se soucient vraiment de moi? Tu es égoïste, a dit Vanessa. Il ne s'agit pas que de toi. Le rire qui m'a échappé était amer. C'est littéralement mon anniversaire, Vanessa. C'est le seul jour qui, en fait, ne concerne que moi. Et même ce jour-là, je passe après la protection des sentiments de maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les commentaires continuaient d'affluer. Des parents éloignés ont commencé à publier sur leur propre page à propos de la confusion. Mon oncle Wesley, le frère de mon père, a partagé ma publication d'anniversaire originale et a écrit « Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. Ruth et Daniel, vous devez arranger ça. » Ma mère a de nouveau appelé vers midi. J'ai répondu cette fois. « Ma chérie, je suis tellement désolée, dit-elle, la voix pleine de larmes. Je ne sais pas comment j'ai pu confondre les dates. Ton père et moi nous sentons horriblement mal. Vous les avez confondus parce que vous vous souvenez toujours parfaitement de l'anniversaire de Vanessa. Le 14 octobre. Vous lui organisez des fêtes. Vous l'appelez à la première heure. Vous publiez ces longs messages sentimentaux sur votre fierté. Et quelque part dans votre esprit, c'est aussi devenu mon anniversaire.
Ce n'est pas juste. Qu'avez-vous fait hier, le 14 novembre? Comment s'est passée votre journée? Elle a hésité. J'ai pris un café avec Barbara le matin. Ensuite, je suis allé faire les courses. Le soir, ton père et moi avons regardé un film. Un mardi normal, je suppose. Un mardi normal, ai-je répété. Pendant ce temps, j'avais 30 ans. Je franchissais une étape majeure de ma vie, et vous preniez un café avec votre ami du club de lecture. Si tu nous avais rappelé que ça approchait. Non, les jeux coupés. Je ne vais pas m'excuser d'attendre de mes parents qu'ils se souviennent du jour de ma naissance sans rappel. J'ai pris une profonde inspiration. Tu veux savoir ce qui est vraiment injuste, maman? J'ai passé 16 ans à vivre chez vous. J'ai célébré l'anniversaire de Vanessa avec vous, chaque mois d'octobre. Je vous ai regardé organiser des fêtes, acheter des cadeaux attentionnés et la faire se sentir spéciale. Et je n'arrêtais pas de penser, d'accord, mon tour viendra dans un mois. Mais ça n'a jamais été pareil, n'est-ce pas? Nous t'aimons tout autant que ta sœur. L'amour demande des actes. L'amour, c'est se souvenir. L'amour, c'est être présent. Vous n'étiez pas présent hier. Un autre long silence. Je me rattraperai, a-t-elle finalement dit. Laisse-moi t'emmener dîner ce week-end. Où tu veux. Je ne veux pas d'un dîner de rattrapage. Je voulais un appel le jour de mon anniversaire. J'ai raccroché, me sentant épuisé. La colère qui m'avait animé toute la matinée s'estompait, laissant place à quelque chose de plus triste et de plus résigné. L'appartement me semblait trop silencieux après avoir mis fin à l'appel. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau, debout devant l'évier, regardant l'immeuble d'en face. Quelqu'un installait déjà des lumières de Noël, même si Thanksgiving n'était pas encore passé. Cette vision m'a donné un étrange sentiment de déconnexion, comme si je regardais la vie se dérouler derrière une vitre. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma tante Paula, la sœur cadette de ma mère. Nous avions toujours eu une relation correcte, bien que pas particulièrement proche. Je viens de voir ce qui s'est passé sur Facebook. Est-ce que ça va? J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. Ça va, juste fatigué d'être oublié. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Je comprends. Pour ce que ça vaut, je me suis toujours souvenu que ton anniversaire était en novembre. J'ai envoyé une carte chez tes parents lundi. Je pensais qu'ils te la donneraient à Thanksgiving. Une carte que je n'avais jamais reçue, parce que mes parents ne savaient même pas qu'ils devaient la chercher. L'idée m'a presque fait rire, sauf que rien dans cette situation n'était vraiment drôle. Merci, Paula. J'apprécie que tu aies pensé à moi. Ta mère m'a appelé ce matin, assez contrariée. Je lui ai dit qu'elle devait s'excuser correctement, pas seulement jeter de l'argent sur le problème. J'ai ressenti une petite vague de gratitude. Au moins, quelqu'un dans la famille était prêt à être honnête avec ma mère. A-t-elle écouté, ai-je demandé. Tu connais ta mère. Elle entend ce qu'elle veut entendre. Mais j'ai planté la graine. Nous avons échangé quelques messages de plus avant qu'elle ne doive partir. L'interaction m'a laissé un peu moins isolé, mais aussi plus consciente de la fracture de mes relations familiales. Paula était gentille, mais elle n'allait pas trop faire de vagues. Personne ne le faisait jamais. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un étrange état d'incertitude, incapable de me concentrer sur le travail, refusant de m'engager dans le drame continu de Facebook, trop agité pour rester assise. J'ai nettoyé mon appartement déjà propre. J'ai classé ma bibliothèque par ordre alphabétique. J'ai réorganisé le contenu de mon tiroir à bric-à-brac, jetant les coupons expirés et les câbles de charge emmêlés. N'importe quoi pour occuper mes mains, et empêcher mon esprit de tourner en boucle sur les mêmes pensées. Pourquoi n'étais-je pas assez? Que avais-je fait à la naissance pour mériter la deuxième place dans ma propre famille? Était-ce quelque chose de spécifique à moi, ou n'importe quel deuxième enfant aurait-il reçu ce traitement? Vers 16 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif de Chicago. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était du spam, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Bonjour. Est-ce que je parle à la fille dont c'est l'anniversaire sur Facebook? La voix était féminine, inconnue, légèrement amusée. Qui est-ce? Désolé, j'aurais dû commencer par ça. Je m'appelle Brianna. Je suis une amie de Tasha.
Elle m'a montré votre publication et toute la situation des commentaires, et honnêtement, il fallait que je vous contacte. Je me suis assise sur mon canapé, confuse. D'accord. J'anime un podcast sur le dysfonctionnement familial et l'établissement de limites. Il s'appelle Les liens du sang n'exigent pas une loyauté aveugle, et votre histoire est exactement le genre de choses à laquelle nos auditeurs peuvent s'identifier. Mon premier instinct a été de dire non. La dernière chose dont j'avais besoin était d'étaler mes drames familiaux à des inconnus sur Internet. Mais d'un autre côté, je l'avais déjà fait en laissant le commentaire en ligne. Et quelque chose dans cette idée me plaisait, la chance d'en parler avec quelqu'un qui comprenait que les relations familiales n'étaient pas automatiquement sacrées, juste à cause de la biologie. Puis-je y réfléchir, ai-je demandé. Absolument. Aucune pression. Je vous enverrai mes coordonnées par texto, et vous pourrez me contacter si vous décidez que vous êtes intéressé. Nous enregistrons à distance, donc vous n'auriez même pas à quitter votre appartement. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à l'offre. Un podcast. Mon histoire, racontée à potentiellement des milliers de personnes. Ma mère détesterait ça, absolument. Vanessa ne me parlerait probablement plus jamais. Cette pensée m'a fait sourire pour la première fois de la journée. Je ne me suis engagé à rien, mais je n'ai pas non plus rejeté l'idée. Au lieu de ça, j'ai enregistré les coordonnées de Brianna et j'ai ajouté une note, podcast sur les limites familiales. À considérer. Quand Tasha est arrivée ce soir-là, je m'étais mise dans un état émotionnel étrange, quelque part entre l'engourdissement et une conscience accrue. Tout semblait légèrement surréaliste, comme si je vivais dans le film de la vie de quelqu'un d'autre. Tasha est venue ce soir-là avec des plats chinois à emporter et une bouteille de vin. Nous nous sommes assises sur mon canapé, mangeant des nouilles sautées directement dans les boîtes. Ton commentaire a 400 likes maintenant, dit-elle en faisant défiler son téléphone. Les gens sont vraiment de ton côté. Je ne me sens pas victorieuse, ai-je admis. Je me sens juste fatiguée. C'est parce que tu n'es pas mesquine. Tu es blessée. Il y a une différence. Elle a posé son téléphone et m'a regardé sérieusement. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Ils avaient besoin de voir que leur oubli a des conséquences. Nous avons fini de manger et ouvert le vin, nous installant plus profondément dans le canapé. Dehors, les bruits de la ville créaient une bande-son lointaine, des sirènes, des klaxons, le grondement du métro à quelques rues de là. À l'intérieur, enveloppé dans des couvertures avec ma meilleure amie, je me sentais ancré pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. Tasha, je peux te demander quelque chose? Toujours. Penses-tu que je suis trop dur? Jean, sincèrement, pas la réponse de la meilleure amie solidaire. Mais ton véritable avis. Elle a pris une gorgée de vin. Vu que tu veux mon opinion honnête. D'accord. Je pense que tu as passé 30 ans à être trop douce. Et maintenant que tu t'affirmes enfin, ça semble extrême, parce que personne n'y est habitué. Mais d'un point de vue extérieur, tu as publié une célébration d'anniversaire avec des amis, et tu as correctement indiqué ton mois de naissance quand on t'a corrigé. Ce n'est pas dur. C'est juste factuel. Vanessa m'a traité d'égoïste. Toute la vision du monde de Vanessa est construite sur le fait d'être le centre de l'attention. Le fait que tu menaces, cela la met mal à l'aise. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine. Je t'ai vu te minimiser pendant des années. Chaque histoire de famille que tu racontes, tu es la pensée après coup. Chaque fête, tu trouves des excuses pour expliquer pourquoi ils t'ont oublié, ou ont priorisé ta sœur. Et tu as été si gracieuse à ce sujet, si compréhensive, qu'ils n'ont jamais eu à changer. La justesse de son observation m'a serré la poitrine. Je pensais que si j'étais juste assez patiente, juste assez compréhensive, ils finiraient par me voir. Mais ça ne marche pas comme ça avec les gens qui ne veulent pas te voir, a dit Tasha. Ils continuent simplement de prendre ta patience comme une permission de continuer à t'ignorer. Nous sommes restés en silence pendant un moment, toutes deux perdues dans nos pensées. La bouteille de vin était à moitié vide. Les boîtes à emporter étaient ouvertes sur la table basse, presque finies. Quelqu'un m'a contacté pour une interview de podcast, ai-je dit finalement. Sur les limites familiales et le dysfonctionnement. Les yeux de Tasha se sont illuminés. Brianna? Oui, elle a dit qu'elle animait un podcast. J'ai peut-être mentionné ta situation quand je l'ai vue au yoga hier, a-t-elle admis en haussant légèrement les épaules. J'ai planté une graine. Tu n'es pas obligé de le faire, mais j'ai pensé que, peut-être,
en parler à quelqu'un d'objectif pourrait t'aider à digérer tout ça. J'ai fait tourner le vin dans mon verre, le regardant capter la lumière. Ma mère perdrait la tête si je rendais ça public au-delà de Facebook. Est-ce une raison de ne pas le faire, a demandé Tasha. Ou une raison de l'envisager? La question est restée en suspens entre nous. Je n'avais pas encore de réponse. Au cours des jours suivants, la publication Facebook a continué de susciter des réactions. Certaines étaient encourageantes, des gens partageant leurs propres histoires d'anniversaires oubliés et de négligence familiale. D'autres étaient critiques, des parents éloignés et des amis de la famille suggérant que je lavais mon linge sale en public pour attirer l'attention, que les affaires de famille devaient être gérées en privé. Un commentaire m'a particulièrement piqué, venant d'une femme nommée Carole, qui allait à l'église avec mes parents depuis des années. C'est irrespectueux. Votre mère a fait une simple erreur et vous la crucifiez publiquement. Les familles se pardonnent mutuellement. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes avant de finalement me décider pour « Les familles se souviennent aussi les unes des autres ». 30 ans de simples erreurs, ça s'additionne. Carole n'a pas répondu, mais 2 personnes ont aimé ma réponse. Ma boîte de réception s'est remplie de messages privés, la plupart venant de personnes que je connaissais à peine. Une ancienne collègue a partagé que ses parents avaient oublié sa remise de diplôme universitaire. Une connaissance du lycée a décrit comment elle passait chaque fête à se sentir invisible, pendant que ses frères et sœurs recevaient toute l'attention. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 10 ans a admis qu'elle avait toujours remarqué à quel point mes parents traitaient Vanessa et moi différemment. En lisant ces messages, j'ai réalisé que mon histoire n'était pas unique. Les détails différaient, mais la blessure fondamentale était la même, la douleur de ne pas être vu par les personnes qui étaient censées vous voir en premier. Vendredi, j'ai eu ma réunion avec Angela à propos de la proposition. Elle a commencé par me féliciter pour mon anniversaire, que l'équipe avait mentionné dans la newsletter de l'entreprise. Ensuite, nous nous sommes plongés dans les affaires, discutant du calendrier, du budget et des attentes du client. La normalité de la situation était rassurante. Après, Grant m'a interpellé dans le couloir. Et, j'ai vu une partie du drame sur Facebook. Ça va? Honnêtement, je ne sais pas encore, ai-je admis. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, je pense que tu as géré ça avec bien plus de grâce que je ne l'aurais fait. Si ma famille oublie mon anniversaire, je publie leurs adresses en ligne. La blague m'a fait rire, brisant une partie de la tension que je portais. Je garderai cette stratégie en réserve. Le travail est devenu mon refuge cette semaine-là. Des projets qui nécessitaient de l'attention, des emails qui demandaient des réponses, des réunions qui exigeaient de la concentration. Au bureau, j'étais compétente et capable. J'étais valorisé pour ce que je produisais, pas constamment comparé à une sœur qui me faisait de l'ombre. Mais les soirées étaient plus difficiles. Seul dans mon appartement, je ne pouvais pas échapper aux notifications constantes, aux disputes continues dans la conversation de groupe familial que j'avais mise en sourdine mais dont je pouvais encore voir les aperçus, à la certitude que ma relation avec mes parents et ma sœur avait fondamentalement changé. Dimanche, exactement une semaine après mon anniversaire, j'ai rappelé Brianna. Je ferai l'interview pour le podcast, ai-je dit quand elle a répondu. Mais je veux être clair. Je ne cherche pas à me venger, ni à détruire ma famille. Je veux juste parler de ce que l'on ressent quand on est oublié. C'est exactement le genre de conversation honnête que nous recherchons, a dit Brianna. Que diriez-vous de mardi soir? Je vous enverrai le lien d'enregistrement et quelques questions de préparation. Après avoir finalisé les détails, je suis resté assise avec ce à quoi je venais de m'engager. Une autre tribune publique, une autre chance pour ma famille de se sentir exposée, mais aussi une autre chance pour moi d'être entendu, de voir mon expérience validée par des gens qui comprenaient. Les questions de préparation sont arrivées lundi matin. Elles étaient réfléchies, sondant sans être indiscrètes. Quand avez-vous remarqué pour la première fois que vous étiez traité différemment de votre sœur? Quel mécanisme d'adaptation avez-vous développé? Quelle a été la goutte d'eau qui vous a fait parler publiquement? Comment équilibrez-vous la nécessité de tenir les gens pour responsables, tout en maintenant les relations? À quoi ressemblerait la guérison pour vous? J'ai passé la soirée du lundi à mettre mes pensées par écrit, essayant d'articuler des sentiments que j'avais passé des années à refouler. L'exercice était plus difficile que prévu, mettre des mots sur les moments précis où je m'étais senti invisible, nommer le schéma que j'avais fait semblant de ne pas voir, reconnaître à quel point cela m'avait façonné. Tout cela exigeait un niveau d'honnêteté auquel je n'étais pas habitué. Mardi, j'étais nerveuse.
L'interview était prévue pour 19 heures. J'ai changé de vêtements 3 fois, même si c'était uniquement audio. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, répétant des réponses qui semblaient immédiatement trop apprêtées lorsqu'elles étaient prononcées à voix haute. À 18h55, j'ai ouvert le lien d'enregistrement et j'ai rejoint la salle virtuelle. Brianna est apparue à l'écran, chaleureuse et professionnelle, avec une installation qui suggérait qu'elle avait fait ça de nombreuses fois. Prête, a-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Prête. L'interview a duré 90 minutes. Brianna a posé les questions préparées, mais a aussi suivi des pistes intéressantes au fur et à mesure qu'elles émergeaient. Elle a partagé certaines de ses propres expériences familiales, créant une conversation plutôt qu'un interrogatoire. Je me suis surprise à m'ouvrir plus que je ne l'avais prévu, parlant de souvenirs d'enfance que je n'avais pas examinés depuis des années. Quand nous avons terminé, je me sentais vidée, mais aussi étrangement plus légère. Dire la vérité à voix haute, l'avoir reçue sans jugement ni rejet, était plus cathartique que je ne l'avais imaginé. Cela va trouver un écho chez tellement de gens, a dit Brianna alors que nous terminions. L'épisode sera mis en ligne lundi prochain. Je vous enverrai le lien dès sa publication. Je l'ai remercié et je me suis déconnecté, puis je suis resté assise dans le silence de mon appartement, digérant ce que je venais de faire. Un autre pont potentiellement brûlé avec ma famille. Une autre déclaration publique de ma douleur. Mais aussi, un autre pas vers le fait de ne plus m'excuser de prendre de la place. La publication est restée en ligne. J'ai refusé de la supprimer, malgré de multiples demandes de membres de la famille qui me trouvaient vindicative. Ma tante Lorraine a appelé et a tenté de jouer les médiatrices, suggérant que les affaires de famille devaient rester privées. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait publiquement remis en question mon anniversaire dans les commentaires. 3 jours après mon anniversaire, un colis est arrivé. À l'intérieur, un bracelet coûteux avec un mot de mes parents. Nous sommes tellement désolés. S'il te plaît, pardonne-nous. Amour, maman et papa. J'ai mis le bracelet dans ma boîte à bijoux sans l'essayer. Les cadeaux de culpabilité n'effaçaient pas l'abandon. Vanessa m'a envoyé un texto une semaine plus tard. Maman est toujours contrariée par tout ça. Elle dit qu'elle ne peut pas aller sur Facebook sans voir les gens en parler. Tu as fait passer ton message. Peux-tu s'il te plaît supprimer la publication ? J'ai répondu, pourquoi son malaise est-il plus important que le mien ? Parce que c'est notre mère et je suis sa fille. Ça ne compte pas pour quelque chose ? A-t-elle répondu. Elle n'a pas répondu quand j'ai dit, si, ça compte. Ça a compté pour toi pendant 30 ans. Ça peut bien compter pour moi, une fois. Thanksgiving approchait, et Ruth a appelé pour me demander si je rentrais à la maison pour les fêtes. La question semblait chargée de sous-entendus. Une partie de moi voulait éviter cela, pour fuir la tension gênante qui planerait sur la table, mais une autre partie de moi refusait d'être exclue des réunions de famille parce que j'exigeais une reconnaissance de base. Je serai là, ai-je dit. La journée elle-même fut exactement aussi inconfortable que je l'avais prévu. Mes parents étaient excessivement attentionnés, m'offrant la meilleure place, me servant en premier, me demandant sans cesse si j'avais besoin de quelque chose. Vanessa m'adressait à peine la parole. Son mari, Tyler, faisait la conversation sur son travail, clairement briefé pour maintenir une ambiance légère. Pendant le dessert, mon père s'est raclé la gorge. Nous voulions dire quelque chose. Ça y est, ai-je pensé. Le grand discours d'excuses. Nous réalisons que nous n'avons pas toujours été aussi attentifs que nous aurions dû l'être, a ajouté Ruth. Et nous voulons faire mieux. J'ai attendu la suite, mais c'était apparemment tout. D'accord, ai-je simplement dit. Nous allons mettre des rappels sur nos téléphones, a poursuivi mon père. Pour les anniversaires, pour les fêtes, pour les événements importants. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. Le fait qu'ils aient besoin de rappels sur leur téléphone pour se souvenir de l'anniversaire de leur fille me piquait plus que l'offense initiale, mais j'ai hoché la tête. Cela semble être un bon début. Vanessa a enfin pris la parole. Peut-on passer à autre chose maintenant ? Ça fait 2 semaines. Ça fait 30 ans, ai-je corrigé. Il y a 2 semaines, c'est juste devenu public. La table est tombée dans le silence. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Mon père a attrapé son verre de vin. Tyler est soudainement devenu très intéressé par sa tarte à la citrouille. Je ne dis pas ça pour être cruel, ai-je continué, la voix ferme.
Mais ce n'est pas à vous de décider quand j'ai fini d'être blessé. Vous ne pouvez pas mettre une date limite à ma guérison, parce que ma douleur vous met mal à l'aise. Les yeux de Ruth se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas excusé. Vanessa m'a lancé un regard qui aurait pu glacer l'eau, mais j'ai tenu bon. Nous avons fini le dessert dans un silence tendu. J'ai aidé à débarrasser la table, j'ai embrassé mes parents pour leur dire au revoir, et je suis retourné à Chicago, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. M'affirmer n'aurait pas dû me paraître si étranger, mais c'était le cas. Décembre a apporté les fêtes, et avec elle, un changement. Ma mère m'appelait 2 fois par semaine, non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais juste pour parler. Mon père m'envoyait des articles qu'il pensait que je trouverais intéressants, avec de vraies notes expliquant pourquoi. De petits gestes, mais constants. Vanessa et moi restions distantes. Elle avait construit son identité autour du fait d'être la favorite, celle qui réussissait, la fille qui dépassait les attentes. Ma confrontation publique avait perturbé ce récit, et elle n'était pas prête à examiner son rôle dans la dynamique familiale. Le 24 décembre, la veille de Noël, une carte est arrivée par la poste. À l'intérieur, une lettre manuscrite de ma mère, longue de 3 pages. Elle y détaillait des souvenirs de mon enfance qu'elle chérissait. Elle s'excusait spécifiquement pour chaque anniversaire oublié dont elle se souvenait. Elle reconnaissait le schéma consistant à faire passer Vanessa en premier, et admettait qu'elle ne comprenait pas entièrement pourquoi elle l'avait fait. « Je ne te demande pas de me pardonner immédiatement », écrivait-elle. « Je te demande de me laisser essayer d'être la mère que tu méritais depuis le début. » J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai appelée. « J'ai reçu ta carte », ai-je dit quand elle a répondu. Je pensais chaque mot. Je sais, et j'apprécie. Mais maman, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas d'un seul anniversaire oublié. Il s'agit de se sentir invisible dans ma propre famille, pendant la majeure partie de ma vie. Il s'agit de regarder Vanessa obtenir tout ce que je voulais, et de m'entendre dire que j'étais égoïste de le vouloir aussi. Je le vois maintenant, dit-elle doucement. Je ne le voyais pas avant, mais maintenant, oui. Bien, parce que je ne vais pas continuer à me minimiser pour que tout le monde soit à l'aise. Je ne vais pas supprimer des publications qui prouvent que je compte. Je ne vais pas m'excuser d'exiger un respect de base. Je ne voudrais pas que tu le fasses, dit-elle doucement. Ta force est quelque chose que j'aurais dû nourrir, pas décourager. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Ça n'a pas tout réglé, mais ça ressemblait à un vrai début. Le jour de Noël, chez mes parents, était différent. Ruth avait préparé mes plats préférés aux côtés des plats traditionnels. Elle avait acheté des cadeaux auxquels elle avait manifestement réfléchi, pas des achats de panique de dernière minute. Elle me présentait aux parents comme sa fille, partageant des détails sur ma vie qu'elle avait réellement pris la peine d'apprendre. Vanessa m'a prise à part avant le dîner. Je te dois des excuses aussi, dit-elle. J'ai haussé un sourcil, sincèrement surprise. Oh. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont j'ai réagi. Je m'inquiétais plus de la réputation de maman que de tes sentiments, et c'était mal. Elle tripotait son collier. Je pense que j'ai été sur la défensive, parce que reconnaître comment ils t'ont traité, signifie reconnaître à quel point j'ai eu la vie plus facile, et cela me rend complice. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Elle a tressailli, mais a hoché la tête. Je vais travailler là-dessus, pour être une meilleure sœur. Si tu me laisses faire. Des actes, pas des mots, ai-je dit. Montre-le-moi. Je le ferai. La publication Facebook est restée en ligne. Les gens commentaient encore occasionnellement, généralement des amis se taguant les uns les autres. C'est dingue. Tu imagines? C'est devenu un repère, une ligne dans le sable. Voilà ce qui arrive quand vous m'oubliez. Voilà le prix à payer pour me prendre pour acquise. Certains membres de la famille ne m'ont plus jamais parlé, convaincus que j'avais lavé mon linge sale en public pour attirer l'attention. Je n'ai pas perdu le sommeil à cause de ces relations. Quiconque se rangeait du côté de l'embarras de mes parents plutôt que de ma douleur, n'était pas quelqu'un dont j'avais besoin dans ma vie. Mes vrais amis, ceux qui étaient venus à ce restaurant de tapas, qui m'avaient célébré sans avoir besoin d'un rappel, sont devenus ma famille de cœur. Tasha a organisé le réveillon du Nouvel An chez elle, et à minuit, elle a levé son verre. À tes 30 ans, dit-elle, et au fait de te mettre enfin en premier. J'ai trinqué avec elle, entouré de gens qui me voyaient, qui me valorisaient, qui se souvenaient.
Mon téléphone a vibré juste après minuit. Un texto de Ruth. Bonne année, ma chérie. Ton père et moi sommes si fiers de la femme que tu es devenue. 2 minutes plus tard, un texto de mon père. J'ai hâte de fêter tes 31 ans en novembre. C'est déjà noté dans mon calendrier. Les messages étaient petits, mais sincères. J'ai sauvegardé les deux. Le chemin n'était pas terminé. Mes parents feraient encore des faux pas, Vanessa retomberait dans ses vieilles habitudes. Les réunions de famille seraient toujours compliquées. Mais quelque chose de fondamental avait changé. J'avais cessé d'attendre qu'il me valorise, et j'avais commencé à me valoriser moi-même. Tasha m'a vu sourire à mon téléphone. Bonne nouvelle, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit en le rangeant. Juste mes parents qui se souviennent que j'existe. Des progrès, dit-elle en souriant. Des progrès, ai-je acquiescé. La publication d'anniversaire est restée en haut de mon fil d'actualité Facebook, épinglée en permanence. Un rappel, pour eux et pour moi. Je suis le 14 novembre. Je l'ai toujours été, et j'en ai fini de laisser quiconque l'oublier. À 3000 km de là, dans ma maison d'enfance, ma mère regardait la photo encadrée de ses 2 filles sur la cheminée. Pour la première fois, elle a remarqué combien de photos montraient Vanessa seule, par rapport à la poignée de photos qui m'incluaient. Elle s'est fait la promesse de changer cela. Certaines leçons arrivent tard, mais elles comptent quand même. L'horloge a sonné minuit 30, le 1er janvier 2025. Je me tenais sur le balcon de Tasha, regardant la ligne d'horizon de Chicago, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quelque chose de chaud et de stable. Quelque chose qui enveloppait mes parties meurtries et les serrait fort. Le sentiment d'appartenance. Non pas parce que j'avais forcé quelqu'un à me voir, mais parce que je m'étais enfin vu moi-même. 30 ans pour apprendre cette leçon. Mieux vaut tard que jamais. L'air de la nuit était froid, mais il semblait pur, d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Le genre de froid qui ne mord pas. Il clarifie. La ville bourdonnait sous le balcon. Des cris lointains de gens célébrant dans la rue. Des feux d'artifice éclatant quelque part où je ne pouvais pas voir. Des rires montant d'un immeuble voisin. Je me suis appuyé contre la balustrade, laissant tout cela m'envahir. À l'intérieur, Tasha a légèrement fait glisser la porte du balcon. Ça va ici, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, je réfléchis, c'est tout. Eh bien, ne réfléchis pas trop. C'est le nouvel an. Tu peux prendre un nouveau départ. Elle est sortie avec une couverture sur le bras et l'a enroulée autour de mes épaules. Puis elle m'a donné un léger coup de coude. Tu sais, a-t-elle ajouté, toute cette histoire d'anniversaire. Je sais que c'était nul. Je sais que ça a fait mal. Mais regarde-toi maintenant. Tu as posé une limite. Une vraie. J'ai expiré, regardant ma buée se former dans l'air froid. Je suppose. Pas de supposition, dit-elle. Tu l'as fait. Tu t'es enfin affirmé, et tout le monde l'a vu, y compris les personnes qui avaient le plus besoin de le voir. J'ai pensé à ça, à la façon dont les messages de mes parents semblaient différents ces derniers temps, à la façon dont Ruth avait commencé à écouter au lieu de se défendre, à mon père faisant un effort réel, à l'honnêteté inattendue et inconfortable de Vanessa. Ils essaient, ai-je admis doucement. Oui, a dit Tasha. Et peut-être qu'ils se tromperont encore. Probablement. Mais au moins maintenant, ils connaissent les enjeux. Nous sommes restés là, dans un silence confortable, à regarder l'horizon. La ville scintillait, vivante et infinie, comme si elle offrait quelque chose, une possibilité, un choix. Je me suis demandé à quoi pourrait ressembler mon 31e anniversaire. Peut-être que mes parents s'en souviendraient. Peut-être que Vanessa appellerait. Peut-être qu'ils viendraient tous. Peut-être pas. Mais pour la première fois de ma vie, la réponse ne semblait pas liée à ma propre valeur. À l'intérieur, quelqu'un a monté la musique. Quelques personnes ont commencé à danser dans le salon, riant et se cognant contre les meubles. Tasha a souri. Allez, dit-elle en me tirant la main. Assez de rumination. Viens ici. Je l'ai laissé me ramener à l'intérieur. Des amis ont applaudi en plaisantant à mon retour dans la pièce, me tendant une nouvelle coupe de champagne. Adonna, a crié quelqu'un. J'ai cligné des yeux, touché malgré moi. Ouais, a ajouté un autre ami. Bonne année, Donna.
Le chœur qui a suivi était désordonné, bruyant et joyeux, une collision de voix qui m'a serré la gorge de la meilleure des manières. Les gens se souvenaient. Les gens se souciaient. Les gens me choisissaient. Le champagne était doux. La pièce était chaude. Les lumières étaient accrochées de manière désordonnée au plafond, baignant tout d'une douce lueur dorée. Je me suis surprise à sourire si largement que ça en devenait presque douloureux. Vers 1h du matin, les invités ont commencé à partir. Des étreintes à la porte, des promesses de se revoir bientôt, des adieux qui s'éternisent. Quand la dernière personne est partie, Tasha s'est effondrée de façon théâtrale sur le canapé. J'ai mal aux pieds, a-t-elle gémi. Et mon âme est fatiguée. J'ai ri, enlevant mes propres chaussures. Pareil. Assieds-toi avec moi, dit-elle. Je me suis laissé tomber sur le canapé à côté d'elle. Elle m'a de nouveau donné un coup de coude, cette fois plus doucement. Je suis fier de toi, dit-elle doucement. Tu le sais, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cette amie qui s'était souvenue de chaque anniversaire, de chaque étape, de chaque chagrin d'amour, qui avait été présente de manière constante, d'une façon qui avait remodelé ma compréhension de ce que pouvait être une connexion. Merci, ai-je murmuré. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et l'année prochaine, je te jure, on fait quelque chose d'encore plus grand. Tes 31 ans vont être emblématiques. J'ai souri. On verra. Tu ferais mieux de ne pas dire non, dit-elle, les yeux plissés. Je te traînerai hors de ton appartement s'il le faut. Je sais que tu le feras. Elle a souri, satisfaite. Bien. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que la pièce se calme, et que la ville à l'extérieur s'installe dans le murmure plus doux de la fin de nuit. Finalement, je l'ai aidé à nettoyer, des verres vides, des serviettes égarées, des confettis collés au sol. Quand je suis rentré chez moi, il était presque 3h du matin. Mon appartement semblait calme, presque sacré dans son immobilité. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, je me suis lavé le visage, j'ai enfilé mon pyjama. Avant de me mettre au lit, je suis resté assise un moment, le poids de l'année pesant sur moi. Tout ce qui s'était passé, l'anniversaire, l'explosion sur Facebook, les conversations douloureuses, le podcast, le lent changement de mes parents, les nouvelles limites, la force inattendue. Je ressentais tout. Ce n'était pas joli. Ce n'était pas facile. Mais c'était à moi. Je me suis glissé sous les couvertures et j'ai attrapé mon téléphone une dernière fois. Je ne m'attendais à aucun nouveau message à cette heure, mais quand j'ai allumé l'écran, j'ai vu une notification. Un message vocal de Ruth, envoyé à 00:47. Curieuse, j'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie, douce, presque tremblante. Salut, ma chérie. Je sais qu'il est tard. Je suis désolé. Je voulais juste. Je voulais te dire merci. D'être patiente avec nous, d'être honnête avec nous, de nous donner une autre chance. Tu mérites mieux que la façon dont nous t'avons traité, et je vais travailler chaque jour pour être la mère dont tu avais besoin. Je t'aime tellement. Il y a eu une pause, puis elle a ajouté, oh, et bonne année. Nous t'aimons, et nous sommes impatients de fêter ton anniversaire en novembre. Promis. Le message s'est terminé. J'ai posé mon téléphone, les yeux me piquant de manière inattendue. Non pas parce que tout était réparé, ça ne l'était pas. Non pas parce que je faisais entièrement confiance au changement, cela prendrait du temps. Mais parce que ça ressemblait à un début. Pas un début parfait, ni un début grandiose, mais un vrai. J'ai éteint la lampe, laissé la pièce plonger dans l'obscurité, et j'ai tiré les couvertures près de moi. Dehors, la ville bourdonnait doucement. À l'intérieur, quelque chose en moi se sentait apaisé, enfin. Le sentiment d'appartenance ne venait pas du fait d'être choisi. Il venait du fait de me choisir moi-même. Et pour la première fois, je l'étais.